Je pense que le développement personnel, c'est ultra important. Je pense que c'est même primordial. Mais l'appliquer réellement, je vois trop peu de personnes qui l'appliquent. Dès que tu es dans un milieu de performance comme dans le sport, tu as la résilience à avoir. Le sport apporte énormément la gestion de pression. Il y a des énormes similitudes entre le sport et le milieu en entreprise. J'ai des super souvenirs des dames qui m'ouvraient et qui me prenaient presque pour leur fils à la fin et qui m'invitaient à boire un café, etc. Il y a quand même quelque chose de plus humain et que dans l'approche qu'on peut avoir sur les réseaux sociaux où ça va être très statistique. Si tu es dans une approche très requin, résultat, performance, ça va se ressentir. Et c'est juste horrible. C'est comme sur du marketing digital où tu as plein d'effets d'urgence, des chronomètres partout. Ton interlocuteur en face de toi, il veut absolument que tu achètes et que tu le ressens. C'est détestable. Bonjour, Pierre Kiplé. Merci d'être venu aujourd'hui à Innov pour ce podcast Icebreaker. Avec plaisir. Avant de commencer le podcast, j'aime bien demander aux invités de se présenter eux-mêmes plutôt que ce soit moi qui les présente. Comment est-ce que toi tu te présenterais? Question toujours un peu difficile de se présenter soi-même. Je me présenterai Pierre, j'ai 31 ans, ça passe très vite. Je suis actuellement dirigeant de Hype Marketing. On est une agence de marketing direct, on fait de l'acquisition client sur Lyon. J'ai une petite famille, j'ai un petit enfant qui a 1 an et demi, je suis un grand fan de sport. Et je suis très content d'être ici avec toi et de pouvoir partager un petit peu sur mon savoir. Bah, merci beaucoup. J'ai une question que j'aime poser aussi aux personnes qui passent ici parce qu'on est dans une école, comme tu le sais. Ouais. Est-ce que tu peux nous donner aussi ton parcours scolaire et les diplômes que tu as, si tu en as, ou même un diplôme? Est-ce que c'est cohérent avec ce que tu fais actuellement ou pas forcément? Ouais, carrément. Alors, à la base, j'ai une famille qui est très dans le milieu médical. J'ai ma mère qui est infirmière. J'ai ma sœur qui est maintenant aide-soignante. J'ai mon frère qui est pompier de Paris. Donc, logiquement, j'ai fait un bac scientifique. Logiquement, ouais. Et après, j'ai très vite vu et ressenti que je voulais pas rester dans le milieu sciences. Et du coup, j'ai fait je suis allé jusqu'au master. J'ai un master management des entreprises, donc business management avec une option vraiment entrepreneuriat. Okay. Donc, je fais toute ma dernière année sur le montage de projets, des business plans. Ouais, ça doit te parler un petit peu, mais je suis un grand passionné d'entrepreneuriat et du coup, ça, c'est mon parcours scolaire plutôt classique. Bon, je te connais un petit peu. Ouais. J'ai pu te côtoyer un peu auparavant dans ta propre agence finalement, puisque j'ai travaillé un petit moment pour Hype Marketing. Vraiment, la vente et ces domaines-là, c'est une passion qui t'accompagne aussi personnellement ou t'as plus d'autres passions qui prenaient le dessus plutôt dans ta jeunesse? Non, pas du tout. La vente, c'était pas du tout une passion. J'ai jamais réellement réfléchi en la vente un futur pour moi. Mais moi, j'étais passionné de sport. J'ai ma famille qui m'a mis au sport dès mon plus jeune âge et j'ai toujours eu, tu sais, la casquette de étudiant sportif. Donc j'ai eu la chance d'avoir le statut d'étudiant sportif de haut niveau et j'ai fait Pôle Espoir, centre de formation, et j'ai signé mon premier contrat pro à l'âge de 18 ans dans le basket. Et j'ai joué à haut niveau en national, national 1 et national 2 pendant 7 ans. Donc à raison de 8 à 12 entraînements par semaine, donc très intense. Et du coup, je devais suivre les deux. Fallait de l'organisation, fallait beaucoup de patience également, beaucoup de résilience, je dirais, pour faire les deux. Mais j'ai réussi à faire les deux. Et je me voyais vraiment faire une carrière de sportif d'abord. Et après, je voyais pas forcément plus loin. Et à l'âge de 25 ans, assez surprenant pour tous mes proches, ma famille, mes amis, j'ai décidé de lâcher. J'ai appelé mon agent sportif et j'ai dit que j'en avais un petit peu marre. Faut savoir que sportif, c'est super. Mais j'avais le ressenti d'être dans un monde assez égoïste et je pensais déjà au futur. Okay. J'avais déjà les genoux assez épuisés et j'avais 25 ans et j'ai décidé d'arrêter le sport et de trouver un projet avec les mêmes valeurs. Et du coup, c'est là où je suis arrivé directement chez Hype Marketing. Ok, génial. Ouais. Est-ce que tu penses que ton parcours en tant que sportif, ton expérience et le caractère que ça a pu te forger, c'est quelque chose qui t'a permis de peut-être d'arriver là où t'en es actuellement et d'être un directeur de ta propre agence actuellement? Ouais, énormément. Ça m'a énormément aidé. Je pense plus que l'école même en soi, Nathan. Okay. Je pense que le sport est une école de vie. En tout cas, moi, ça m'a appris des valeurs essentielles. Là, effectivement, je suis directeur de Hype et au quotidien, je dois faire preuve de résilience aussi. Et je pense que dès que tu es dans un milieu de performance comme dans le sport, tu as la résilience à avoir. Le sport apporte énormément la gestion de pression. C'est ce que j'ai également. Le sport, c'est un milieu collectif. En tout cas, moi, je fais un sport collectif. Je suis quotidiennement entouré. Il y a des énormes similitudes entre le sport et le milieu en entreprise, je pense. Donc, c'est une super école. En parlant d'entourage, aussi pour faire un parallèle sur peut-être ton entourage et le lien de ta famille qui n'était pas forcément quelque chose auquel tu t'es penché, en tout cas qui t'as pas fait de choses qui étaient assez similaires à ce que font tes parents ou ce que faisaient tes parents. Ouais. Est-ce que l'entourage pour toi justement et même tes proches t'ont permis
d'être un peu là où t'en es actuellement, ou même d'avoir eu le parcours que t'as eu, que ce soit sportif ou professionnel? Je dirais oui et non. Non, parce que ils étaient pas dans le même milieu. Donc juste très logiquement, ils se disaient mais pourquoi tu veux faire ça? Viens, sois médecin. T'es très bon en cours. J'ai eu la chance de pouvoir être assez à l'aise en cours quand j'étais plus jeune, et du coup je pouvais peut-être aller sur des études de médecine plutôt facilement. Et ils comprenaient pas trop ça au départ. Donc non, je pense que ils m'ont pas trop aidé sur ça, mais oui dans le sens où ils m'ont quand même inculqué très rapidement la valeur travail. Okay. J'ai fait des petits tafs, tu sais, quand j'étais petit. Et en fait, quand t'as 15, 16 ans, eh ben, tu comprends vite la notion de travail. Et je pense que quand t'es directeur et que tu travailles pas 35 heures par semaine, ça t'aide le fait d'avoir déjà à 15, 16 ans, avoir un peu mis les mains dans le cambouis, tu vois. Ok, c'est une sorte de formation de la vie finalement. Enfin, Ouais. c'est pas quelque chose que tu vas aller chercher dans une école, c'est pas quelque chose que tu vas même trouver sur Internet ou tu sais, il y a de plus en plus de personnes qui se tournent vers le développement personnel pour justement s'améliorer. Ouais. Toi, c'est plus ta propre expérience, ton parcours, le sport et au final tes expériences professionnelles jeunes. Ouais, totalement. Je suis totalement d'accord avec toi sur ce point-là. Je pense que l'action, en fait, de base, plutôt que de regarder ou de pouvoir avoir. Bon, là, tu parles de développement à travers peut-être les médias, etc. C'est top, c'est très théorique. Et c'est pour ça que j'adore, moi, ce format. J'ai pas eu la chance de le faire, mais ce format alternance, par exemple, qu'on peut avoir les étudiants actuellement, où ils peuvent être dans l'action tout en apprenant. Et en fait, quand tu arrives vraiment à un métier que tu souhaites, eh ben, en fait, tu trouves vraiment des synergies communes. Et la notion de travail, intensité, etc., c'est des choses que j'ai déjà touchées plus jeune. Et du coup, je suis pas du tout surpris actuellement. Là où je pense que beaucoup de personnes qui arriveraient juste à travers une formation théorique dans le travail, ils pourraient déjà être surpris par l'intensité du travail qu'il faut mettre en place pour atteindre ce objectif. Ok. Tu penses un peu que le courant qui est en train de se développer, en tout cas le champ du développement personnel qui s'ouvre, n'est pas forcément la meilleure porte à prendre? Je sais pas, je pense que ça dépend comment on le fait. Je pense que si tu l'utilises en complément, je pense que c'est exceptionnel. On a la chance d'avoir accès à un savoir incroyable partout maintenant gratuitement. Et je pense que ce serait dommage de pas l'utiliser. Mais si tu fais uniquement ça, je pense pas que ça te prépare pleinement à, encore une fois, l'intensité qu'il faut mettre au quotidien pour pouvoir réussir à haut niveau dans le milieu entreprise. Bon, on est en train d'aborder un peu la thématique du développement personnel pour te réexpliquer aussi le principe et le concept de Icebreaker, c'est d'aller voir un peu des personnes dans la rue, voir ce qu'ils pensent sur certains sujets, des sujets d'actualité ou des plans qui peuvent t'intéresser aussi. Ce que je te propose, c'est qu'on regarde une vidéo, qu'on regarde un micro-trottoir qu'on a fait avec notre équipe et que tu puisses réagir dessus derrière. Allez, let's go. Qu'est-ce que tu penses du développement personnel? Développer ses compétences pour soi, c'est une très bonne chose. C'est une bonne chose? Ouais, c'est plutôt une bonne chose. Okay. Je pense qu'on en parle beaucoup. Après, je pense que dans les outils ou les ressources, je suis pas sûre que les gens les aient vraiment à disposition ou savent qu'ils existent pour utiliser le développement personnel. Alors, je pense que c'est super important. Je pense que c'est quelque chose qu'on fait relativement quand on est petit. On nous apprend plein de choses. Et je trouve que quand on devient adulte et quand on rentre dans le monde du travail aujourd'hui, on perd un peu ce rythme d'apprendre et de se développer continuellement. Actif, on arrive encore à se maintenir. Mais alors retraité, je pense qu'il y a un vrai travail à faire sur les retraités. Aujourd'hui, c'est pas mal parce que ça fait pas mal remettre en question la vie des gens. Des fois, je pense que ça peut être un peu trop nocif. Où en fait, on va trop se focus sur le développement personnel et pas assez l'appliquer au quotidien. Alors du coup, Pierre, sur la vidéo qu'on vient de voir, est-ce que tu as une réaction à chaud là qui te vient? Yes, bien sûr, je suis totalement d'accord. Je pense que le développement personnel, on a vu une vidéo où les personnes, en tout cas, valident l'importance du développement personnel. Je la valide également, cette importance-là. Je pense que c'est ultra important. Je pense que c'est même primordial. Alors après, on parle un petit peu des outils sur la vidéo. Je pense qu'il y a énormément d'outils, il y a énormément de savoir. Je le disais tout à l'heure, mais on a accès actuellement à tellement de savoir et tellement de vidéos, que ce soit en français ou en anglais. Si on parle pas anglais, on sous-titre et on a accès à ces vidéos-là. Mais l'appliquer réellement, je vois trop peu de personnes qui l'appliquent. Nous, on est, en tout cas chez iMarketing, on est constamment concentré sur le développement personnel. Je sais que j'ai même un créneau, moi, toutes les semaines que je dédie le jeudi matin à mes collaborateurs pour qu'ils se développent personnellement. Donc ça peut être juste faire du sport, c'est déjà du développement personnel pour certains. Okay, génial. Lire, écouter les podcasts, pouvoir partager ensemble après ce qu'on a pu voir. Et même au quotidien, moi je l'utilise énormément, j'écoute énormément de podcasts et du coup je
j'adore être derrière le micro aujourd'hui, mais j'en écoute énormément tous les matins. J'écoute beaucoup de contenu podcast. Je pense que il faut être humble pour pouvoir se développer personnellement, et c'est peut-être pour ça qu'il y a des personnes qui sont pas encore lancées dans le développement personnel, c'est qu'ils ressentent pas peut-être le besoin. Je pense que l'humilité va déclencher le développement personnel. Moi, je l'étais pas forcément trop au départ dans le développement personnel, et j'ai ressenti que à un moment donné, j'ai été peut-être bloqué sur certains schémas dans mon ascension vers l'étape de directeur. Et c'est ce développement personnel-là, le fait d'aller développer même auprès des autres, des personnes qui réussissent, et d'aller prendre des conseils qui m'a vraiment fait passer le cap de la réussite. Je pense qu'il y a quand même pas mal de gens, même si c'est quelque chose qui se démocratise un petit peu plus, le fait de vouloir un peu se développer personnellement. Il y a beaucoup de contenus qui sont accessibles, il y a beaucoup de gens qui se tournent vers ça, mais même moi, je sais que j'étais déjà tombé un peu dans le piège. Le fait de se dire qu'on écoute des choses positives, ça nous met dans un mindset un peu positif et dans des ondes qui sont positives. Et après, il y a peut-être la partie justement application qui est un peu plus dure à déclencher, qui est un peu plus dure à aller chercher, où on peut se dire, mentalement, je vais déjà bien, je me suis déjà mis dans des ondes positives, donc aller faire l'effort, aller transformer un peu son idéologie, son mindset, ça peut passer un peu à la trappe, et du coup derrière ça peut être un peu contre-productif, je trouve. Il faut, je pense, dans ce cas-là, parce que développement personnel, tout est dans le mot, c'est assez explicite, on le fait souvent juste personnellement soi-même, mais pour nous aider à passer le cap et à avoir les actions dans le développement personnel, faut, je pense, être entouré et le faire collectivement. Et en fait, quand tu es entouré et que tu te développes avec d'autres personnes et que les gens en fait sont un peu responsables et tu es également responsable de leur développement personnel, ça t'aide à vraiment appliquer le développement personnel, parce que on est un peu son propre ennemi quand on se développe personnellement, on se développe, mais après c'est très facile également de se démotiver ou de pas mettre les actions en place, tandis que quand on a des personnes responsables autour de soi. Un exemple tout bête, c'est que là, je me suis motivé pour me remettre au sport. Okay. Ça faisait un petit moment que je m'étais pas remis au sport. Et du coup, développement personnel, un peu de vidéo, sport, les bienfaits du sport, etc. Mais j'en ai parlé à mon frère. Et mon frère est pompier de Paris. Il adore le sport. Et en fait, il est totalement responsable de moi. Et en fait, j'ai pas le choix. Et ça me lance. On part de l'information à l'action. Et là, je suis dans l'action grâce aussi j'ai trouvé mon responsable qui va pouvoir être sûr que j'applique mon développement personnel aussi. Ok. Donc toi, dans la motivation, il y a une part de l'entourage, le fait d'être bien entouré finalement. Il y a quelque chose qui est comme quoi on est la moyenne des 5 personnes qui fréquentent. Ouais, je la connais aussi celle-là. Je le ressens. Au quotidien, je peux que être d'accord parce que je le ressens. Je l'ai ressenti aussi moi au quotidien d'avoir des personnes qui m'entourent, qui me poussent. Et je le ressens aussi dans ma boîte où je sais qu'il y a des personnes qui ont plein de potentiel qui arrivent et qui sont juste mal entourées ou pas juste pas tirées vers le haut par leur entourage. Et du coup, on ressent des habitudes ancrées qui sont pas bonnes, des façons et des schémas de pensée qui sont pas bons. Donc non, l'entourage pour moi c'est un peu la clé aussi. Okay. Ouais, c'est quelque chose quand même qui revient assez fréquemment dans ce podcast, c'est que en tout cas il y a des profils qui sont assez intéressants, qui ont eu un parcours assez exemplaire, en tout cas moi de mon point de vue en tant que jeune. C'est vrai qu'à chaque fois c'est assez redondant le fait de s'entourer, de découvrir un peu d'autres personnes qui peuvent nous tirer vers le haut, même pour la créativité. Je sais qu'on a questionné des personnes qui avaient des milieux un peu plus créatifs. À chaque fois il y a quand même quelque chose d'assez positif dans l'entourage, mais comme tu dis aussi il peut avoir des aspects négatifs quand on est mal entouré. En fait c'est quelque chose à bien peut-être à focaliser, à faire attention, quoi. Je pense que tout le monde devrait faire attention avec qui il va prendre des conseils et qui va prendre son énergie. Et des fois, on les prend, c'est tout bête, mais inconsciemment, on va se tourner vers nos proches, qui ont une vision du succès ou une vision de la vie qui peut être totalement différente. C'est tout bête, mais j'ai envie de savoir où va être mon orientation. Et ben, je vais demander à papa et maman, alors qu'ils ont une vision totalement différente. Et moi, je donne souvent cet exemple-là, même de mon côté dans ma boîte, mais j'ai jamais demandé de conseils professionnels à ma maman. J'adore ma maman. J'ai pas envie d'être infirmier. Et du coup, je veux pas lui demander des conseils. Alors qu'on pourrait se dire, elle me connaît très bien, elle sait ce qui est bon pour moi. Je suis pas certain. Elle sait ce qui est bon pour moi. Elle sait ce qui est bon pour moi parce qu'elle veut me câliner. Ma maman, elle veut me protéger et elle est super sur ça. Mais professionnellement, je suis pas sûr que ce soit la personne vers qui se tourner. Donc, je pense que beaucoup de personnes, malheureusement, font l'erreur de pas réfléchir à qui je vais pouvoir demander des conseils. C'est bien de se développer, mais comment je vais le faire et qui va me développer, c'est encore plus important. T'as des repères ou des consignes, peut-être des astuces pour les jeunes, même moi y compris, quand on a des questions, des doutes, un sujet qui nous est peut-être inconnu. Est-ce que tu sais comment nous on pourrait identifier les personnes qui pourraient répondre le mieux possible à ces questions? Yes, je pense que les réseaux déjà aident à voir qui sont les personnes qui sont déjà dans notre domaine. Je pense que la première chose, c'est de trouver les personnes qui sont dans des positions dans lesquelles on aimerait être. Et on les trouve via les réseaux sociaux, via le networking, via dans son schéma
je connais telle personne qui connaît telle personne. Donc déjà, il faut absolument aller voir les personnes qui sont dans les positions dans lesquelles on aimerait être. Et puis après, quand tu trouves ces personnes-là, l'idée c'est de pas être timide. L'idée c'est d'y aller. L'idée c'est de pouvoir proposer un temps avec ces personnes-là et de pouvoir se poser et poser les bonnes questions également. Arrêtez d'être timide, allez voir directement ces personnes. Je pense qu'on a accès à plein de personnes. C'est sûr et certain, on l'utilise pas assez. Donc trouver ces personnes-là et ne pas être timide et y aller vraiment. Okay. Je sais pas quels sont tes objectifs personnellement ou professionnellement, toi, Nathan. Moi, à ta place, je vais vraiment regarder, prendre un petit peu de recul et regarder quel métier je veux faire plus tard. Je vais trouver des personnes sur Lyon ou aux alentours et même en France ou même à l'étranger qui font ce métier-là. Je vais envoyer une centaine de messages. Il y en a peut-être 2 qui vont me répondre et je vais pouvoir poser mes questions librement et il va y avoir vraiment un avis qui est clair, bien meilleur que ce que peut me dire mon ami qui pense me connaître. Ouais, c'est sûr. Je pense bien choisir ces exemples et après, comme on dit, c'est même si on choisit ces exemples, on arrive un peu à s'inspirer de ces exemples-là. Après, il faut l'appliquer comme ce qu'on disait tout à l'heure et il faut avoir le courage de franchir ses peurs et de réussir à aller contacter ces personnes-là. Moi, je sais que c'est quelque chose qui serait peut-être encore un peu dur à atteindre pour moi dans le cadre de là où je suis actuellement. Mais en vrai, c'est faisable, c'est tout à fait faisable. En fait, je pense que c'est une crainte qu'il faut dépasser et qu'il faut. C'est un état d'esprit. S'il y a un étudiant qui veut rejoindre Innov Campus, qui est pas encore dans le campus et qui t'envoie un petit message pour te dire écoute, j'ai envie de rejoindre Innov Campus, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu vas lui répondre? Ouais, carrément. Eh ben, c'est exactement la même chose dans l'autre sens. Il y a quelqu'un qui fait le métier que t'as envie de faire, tu lui envoies un petit message, y a pas de raison qu'il te réponde pas. Donc des fois on a juste des peurs et des croyances un petit peu limitantes sur je sais pas trop comment il va le prendre, etc. C'est peut-être ça qui effraie les gens. Non, vas-y, fonce. Dans tous les cas, le pire qui peut arriver, c'est juste pas de réponse. Et dans ce cas-là, t'aurais pas envoyé de message, t'aurais pas eu de réponse non plus. Okay. Alors toi, du coup, avec marketing, est-ce que tu peux présenter un peu brièvement c'est quelle agence? Ouais, avec plaisir. Hype Marketing, on est une agence jeune, on est situé sur Jean Massé et on fait de l'acquisition client. On a une moyenne d'âge qui est 20-30 ans, on est assez dynamique et on va avoir des marques qui nous appellent. On bosse pour des grandes et petites marques. Tu connais sûrement HelloFresh, tu connais Kitok. Et on bosse également pour des associations, des grosses assos, la Croix-Rouge française. On bosse pour Action contre la faim. Et ces marques-là nous demandent de faire leur acquisition client. Donc, on est vraiment l'équipe commerciale qui va leur apporter l'acquisition client. Donc, on fait vraiment en face à face. Et c'est marrant parce qu'on est vraiment un peu à contre-courant du marketing peut-être très moderne, digitalisé, où on va faire de l'acquisition client souvent que tu connais très bien sur les réseaux, sur du placement, etc. Nous, on fait du face-à-face réellement. On est un peu les Gaulois du marketing, où on va juste discuter avec quelqu'un, lui présenter un produit en face-à-face, que ce soit sur des événements ou directement à la porte. Ouais, j'ai rebondi sur ça justement parce que ça me fait un peu penser au fait tu me disais qu'il fallait aller chercher les personnes directement, oser et même y aller de manière un peu plus directe. Ça reprend un peu l'esprit de ta boîte. Finalement, il y a ce côté-là de l'acquisition directe, d'aller chercher les clients directement, de toquer directement à leur porte. Du coup, je trouvais ça assez marrant. Est-ce que toi, tu penses que c'est une opportunité réellement, quelque chose qui va distinguer? Donc, on voit qu'actuellement, il y a beaucoup plus de plus en plus, en tout cas, de communication digitale, que ça prend une part un peu plus grande du gâteau chaque jour. Est-ce que tu penses que, quand même, réinvestir sur le contact humain, c'est une opportunité? Je pense pas, je suis persuadé, ouais. Je suis persuadé. Pourquoi? Parce que je l'ai vu. On a travaillé par exemple avec HelloFresh. Beaucoup de gens connaissent maintenant HelloFresh. Ils sont dans 16 pays différents. Et HelloFresh est très connu via les réseaux sociaux. Ils faisaient leur acquisition client via souvent influenceurs, pub à la télévision, partenariat, etc. Et ils nous ont appelé il y a un petit moment. Ils ont appelé le groupe dans lequel on travaille actuellement pour remettre un peu d'humain dans leur acquisition. Et en fait, l'humain, qu'est-ce que ça a créé? Ça a créé une efficacité dans le taux d'engagement et taux de conversion vente qui est bien plus grande. Je pense que ce qui est top avec le face-à-face et le marketing direct, c'est qu'on est juste plus efficace. Et surtout, un taux de fidélisation qui est beaucoup plus grand. Si on veut fidéliser un peu son consommateur, l'humain, tout de suite fidélise beaucoup plus. Je pense que t'es déjà allé dans un resto et t'es retourné dans ce resto, pas forcément parce que le contenu de ton assiette était cool, mais parce que l'expérience humaine que t'as vécue était incroyable. Donc, l'humain permet de fidéliser. Je pense qu'il n'y a pas de meilleure approche l'une que l'autre. Ce que je veux dire, c'est juste très complémentaire et que si on veut être un peu plus efficace et fidélisé, on peut mettre de l'humain. Si on veut toucher un maximum de personnes, par contre, c'est là où les canaux digitaux vont être très très intéressants. Ok, c'est super intéressant parce que du coup, toi, ta vision, en tout cas, en tant que t'es persuadé, comme tu m'as dit, t'es sûr, t'es certain que c'est quelque chose qui est une plus-value, qui est vraiment efficace pour être humain. Moi aussi, honnêtement, je pense que c'est quelque chose qui est
un atout en tout cas. Ce qu'on est allé faire, c'est qu'on est allé poser des questions directement, encore une fois, dans la rue, pour savoir ce que les gens, justement, qui sont derrière la porte et qui reçoivent, C'est trop drôle. qui vous reçoivent, ce que pensent les gens finalement de la vente directe. Okay. Ce que je propose, c'est qu'on regarde ça et après on réagit dessus. Ouais, let's go. C'est parti. Qu'est-ce que t'en penses du démarchage, qu'au porte-à-porte, etc., de la vente directe? Ça m'insupporte. Surtout que maintenant, ça arrive même sur le téléphone professionnel, dans des heures où soit on travaille ou on n'est pas disponible. Je pense qu'aujourd'hui, on sait trouver ce qu'on a besoin où on veut, et le fait qu'on nous sollicite pour des choses où la plupart du temps on n'est jamais intéressé, je trouve ça assez pénible. Alors la difficulté que j'ai aujourd'hui, c'est que j'ai une famille avec 4 enfants et que les journées de travail sont déjà bien remplies, que quand je rentre le soir, j'essaye de m'occuper de mes enfants et que quand j'ai quelqu'un qui vient frapper à ce moment-là, je suis pas forcément disponible en fait. Si t'es à l'aise à l'oral avec une personne en face, vas-y. Je trouve que c'est pas mal comme concept. Sinon, après, avec les moyens de maintenant, t'as le téléphone, il y a les mails, il y a plein de trucs. Donc en soi, ça se résume pas qu'au porte-à-porte. Et tu préfères un démarchage au porte-à-porte ou par téléphone? Moi, je préfère au porte-à-porte. Personnellement, je préfère au porte-à-porte. C'est bizarre. Moi, je me mets à la place du mec qui reçoit et franchement, c'est chiant. Genre téléphone, vas-y, c'est bon, c'est pas grave, on peut raccrocher. Mais porte-à-porte, il est devant chez toi, c'est bizarre, t'es pas à l'aise. Ah, c'est chiant, en vrai, non? Ok Pierre, avec la vidéo qu'on vient de voir, toi qui es dans ce domaine, qu'est-ce que tu penses de cette vidéo? Trop cool déjà, parce que je m'attendais un petit peu à avoir ce genre de réaction. Alors ça dépendait quel profil vous alliez avoir en face de vous. Alors, on voit les personnes âgées, c'est totalement normal. Porte-à-porte, déjà la connotation de porte-à-porte, l'expression porte-à-porte est assez péjorative, je trouve, en France. J'ai eu la chance, de par mon parcours et dans l'industrie dans laquelle je travaille, de pouvoir le faire en Angleterre, de pouvoir le faire aux États-Unis. Et bon, l'image est totalement différente. Le métier de commercial terrain est ultra respecté. Les gens on le sent plus ouvert. Mais en France, il y a à peu près deux catégories. Il y a souvent un peu les anciens qui ont l'image du porte-à-porte des années 70, 80 et qui était pas bien fait, commercial qui vient déranger et qui est un peu oppressant et c'est horrible. Et personnellement, même moi, je déteste ça. Et il y a peut-être les autres, peut-être un peu moins anciens, mais en tout cas peut-être un peu plus ouverts, en tout cas plus modernes sur le côté. Ça dépend vraiment de deux choses en général. Quand tu fais une démarche physique et du marketing direct en face à face, ça va déjà premièrement dépendre du produit que tu vends. C'est vrai que si tu vends des aspirateurs avec tout le respect que j'ai pour les aspirateurs, ça va être beaucoup plus compliqué. Tu vas avoir des refus. Ça va être même toi, t'as pas vraiment envie de aller directement sonner chez quelqu'un et lui vendre un aspirateur. Mais si tu représentes des super marques, si tu représentes la Croix-Rouge française, si tu représentes HelloFresh, tu parles de nourriture à les Français, tu les aides à cuisiner. Tu les aides à cuisiner, t'aides à améliorer leur quotidien. On voit sur la vidéo quelqu'un qui dit que si j'ai besoin, je vais chercher, mais des fois on sait juste pas qu'on a réellement un besoin, on n'est pas au courant, on n'est pas vraiment conscient qu'on a un besoin et finalement, en écoutant quelqu'un, peut-être qu'on change d'avis, peut-être qu'on change pas d'avis, peut-être qu'on n'a pas ce besoin, mais peut-être que se dit, peut-être que le Fresh, pour pouvoir 2-3 soirs m'aider, éventuellement, ça pourrait le faire. Je dirais que ça, c'est la première chose, c'est le produit que tu vends. Et la deuxième chose la plus importante en face à face, en marketing direct, c'est la façon dont tu le fais. C'est que si tu es dans une approche très requin, résultat, performance, ça va se ressentir. Et c'est juste horrible. C'est comme sur du marketing digital où tu as plein de techniques de achète, plein d'effets d'urgence, des chronomètres partout. T'as pas envie d'acheter sur un site internet comme ça. T'as pas envie d'être quand t'as des appels tout le temps et que tu sens vraiment que ton interlocuteur en face de toi, il veut absolument que t'achètes et que tu le ressens. C'est détestable. Mais quand c'est fait de manière naturelle, agréable, que c'est de manière un peu désintéressée, je trouve que si accorder un bon produit, c'est tout de suite beaucoup plus efficace. Et nous, on le voit et on connaît un peu les chiffres, mais nous, par exemple, Nathan, quand on va directement présenter un produit, un service à quelqu'un, on a à peu près 1 personne sur 10 qui va acheter. Et je pense que cette conversion-là, tu peux pas la voir sur les réseaux, sur les réseaux, etc. C'est difficile, même si t'as le meilleur taux d'engagement avec ta communauté, avoir 1 personne sur 10 qui a vu la pub de ton produit qui achète, c'est très difficile en face à face. Faut pas oublier qu'on peut personnaliser, qu'on peut adapter, qu'on peut créer un lien de confiance. Et je pense que actuellement, on préfère avoir quelqu'un qui nous vend son produit et même aller au marché, c'est du marketing direct. Carrément. Et les gens préfèrent aller au marché peut-être que d'acheter sur Internet ou quand tu reçois un mail, t'as pas forcément confiance. On peut pas remettre en cause le face à face. Les gens préfèrent parler à un humain
Tu préfères être servi peut-être au restaurant par un humain que par un robot qui vient te servir, si ça a la même efficacité. Et la démarche de porte-à-porte, ça dépend juste de comment c'est fait. Si c'est très bien fait, ça va être du face-à-face classique. Ouais, carrément. Puis même, je pense qu'il y a cette chose-là dans le porte-à-porte aussi qui va se distinguer du numérique. Comme tu dis, c'est l'aspect profondément humain. Il y a des personnes qui sont déjà aussi détestables humainement. On sait pas sur qui on peut tomber quand on tape à une porte. Mais la vérité aussi, c'est qu'on tombe sur des personnes qui aiment avoir du lien, qui aiment connaître une autre personne en face, même si, comme tu dis, le but c'est pas forcément de convertir, mais même déjà de faire du lien. Tu peux passer un très bon moment. Moi, je sais que quand j'ai fait ça pendant un petit moment avec vous, j'ai des super souvenirs de personnalités que je me souviens encore, des dames qui m'ouvraient, qui me prenaient presque pour leur fils à la fin, et qui m'invitaient à boire un café, etc. Donc, il y avait quand même quelque chose de plus, je trouve aussi humain et différent que dans l'approche qu'on peut avoir sur les réseaux sociaux où ça va être très statistique, analyse, réaction, conversion, etc. Ouais, carrément. Et c'est bien si tu te souviens de ces moments parce que c'est ce qu'ont acheté les gens au final. Quand on va vendre un produit ou un service en face à face, quand on va directement au résidentiel voir la personne, les gens achètent le produit, mais ils achètent aussi le moment qu'ils sont en train de passer. Et c'est, je trouve, cette authenticité-là qui va vraiment être sympa dans le face-à-face et qui se perd réellement avec ce marketing indirect. Et pour nous, c'est un peu notre plus-value. Oui, on va toucher moins de personnes, mais on va être plus authentique. Et même en le faisant, c'est juste ultra agréable. T'as vécu des moments incroyables. Les gens sont incroyables. Ils nous invitent à manger. Ils nous invitent à sauter dans des piscines. Oui, ça, je m'en souviens de cette anecdote-là. Ouais. Incroyable. Donc, on passe vraiment des moments humains cool. Et ça, tu peux pas l'avoir si tu fais pas du face. Dans tous les cas, je pense qu'il y a, comme tu me dis, il y a quand même une personne sur 10 qui est dans toute conversion de une personne sur 10, il me semble. Après, ouais. Ça dépend le produit que tu vends, mais en général, on est sur 1 sur 10. Dans tous les cas, je pense qu'il y a aucun moyen, aucune méthode de communication ou de vente qui permet d'avoir un taux de 10 sur 10, en fait. Ouais. On pourra jamais satisfaire tout le monde. Il y aura toujours forcément des gens mécontents, que ce soit les emails, les appels téléphoniques ou n'importe quelle forme. À partir du moment où tu fais du marketing, il faut accepter qu'il y a du refus. Et en fait, ce qu'on vont avoir peut-être du mal à comprendre certaines personnes quand il s'agit du face-à-face, c'est que le refus, tu l'as directement, quoi. Et quand tu l'as parce que ton mail n'a pas été lu, ça te touche un peu moins. Quand tu l'as en face-à-face à une personne, ça te touche un peu plus. C'est là un peu le parallèle où tu disais tout à l'heure comment aller directement voir les personnes pour avoir des conseils sur mon orientation, etc. En fait, t'as juste peur du refus parce que tu l'as peut-être soit en face-à-face, mais quand t'as juste ton message qui n'a pas été lu, c'est pas grave, tu peux en envoyer plein des messages. Faut accepter ça dans la vente, je pense. Ouais, carrément. C'est une des choses, moi, que j'ai gardé, c'est le fait justement de dire, c'est la règle des 100, il me semble. C'est ça la loi des nombres, ouais. La loi des nombres, exactement. Ouais. La loi des nombres. Ouais. Se prendre des refus, c'est une étape déjà pour avoir des acquisitions, enfin des oui, quoi. Ouais. Avoir des non, c'est la première étape pour avoir un oui finalement derrière. Ouais, carrément. Ça, je pense que c'est une règle de vie. Avoir des échecs, avoir des non. Moi, je fais du basket. Tu sais que tu vas pas mettre 100% des shoots, quoi. Et que c'est à force de rater que t'apprends à en mettre plus, tu vois. Donc, c'est vraiment le négatif multiplié qui va amener un résultat positif. Okay. Et malgré que ce soit quelque chose du coup de différent de ce qui peut se développer actuellement et qui se démocratise, donc la communication digitale, Internet, est-ce que toi tu as quand même besoin ou tu trouves ça complémentaire en tout cas d'utiliser quand même ces formes de communication là, ou est-ce que tu penses qu'il faut s'orienter que vers une forme de communication en tout cas dans ton activité? Est-ce que tu penses qu'il faut que l'utilisation des différentes communications, donc même des réseaux sociaux, etc., peut être complémentaire avec ce que tu fais actuellement? Ouais, je pense que c'est ultra complémentaire. J'en parlais tout à l'heure avec l'exemple d'HelloFresh, qui ont une partie de leur communication qui se fait digitale et une partie de leur communication qui se fait en face à face via l'agence. C'est très complémentaire. D'ailleurs, je pense que pour se faire connaître et avoir de la visibilité, je pense que si on devrait prioriser, peut-être ce serait la partie marketing digital. Et après, pour avoir un taux de conversion et passer vraiment d'information, de visibilité à achat, je pense que le face-à-face peut créer pas mal de choses. Et également peut-être sur l'image de sa marque. Si l'image de sa marque est vraiment proche de l'humain, et tout de suite l'image est plus positive. Parce qu'au final t'as des marques, t'as des contrats ou des marques qui viennent vers ton agence pour de l'incarnation et de la représentation de la marque en humain. Ouais. Comment est-ce que ces marques-là peuvent avoir une garantie que les personnes qui vont représenter la marque vont avoir une image qui va satisfaire la marque finalement? Est-ce que toi tu dois rassurer la marque? Comment ça fonctionne quand tu as un nouveau contrat? Alors c'est ultra intéressant. C'est pas moi directement qui vont m'occuper de cette partie-là, c'est le groupe dans lequel on travaille avec le siège social. Mais je dirais très facilement que quand une marque nous approche, ils vont déjà prendre confiance de toutes les autres marques qui travaillent autour. C'est-à-dire qu'en vrai, quand t'as la Croix-Rouge française qui bosse avec nous, ou Médecins du Monde, ou Action contre la faim, ou l'UNICEF, tu sais déjà
que l'approche va être plutôt humaine, je dirais. Après, on fait très attention, nous également, par rapport à notre recrutement. Je pense que notre activité, elle est faite pour les personnes qui aiment l'humain. Donc moi, je vais recruter uniquement des profils qui aiment le relationnel, qui aiment l'humain, qui aiment ce côté intelligence sociale et aiment passer de bons moments. Donc ça leur permet, en tant que marque, d'être sûr, de par les autres marques avec lesquelles on travaille et le recrutement et l'approche de notre recrutement, de pouvoir être représenté par des personnes qui ont des valeurs humaines. Est-ce que toi aussi, Pierre, pour les prochaines années, ou même pour l'année 2025, comment tu vois l'évolution de ton agence et est-ce que tu as déjà une vision future de ce que tu souhaites faire plus tard et faire évoluer ton agence? Ouais, elle est très claire, l'évolution de l'agence Hype Marketing. On a envie de développer des nouvelles agences. Donc là, l'agence de Lyon fonctionne très bien. On est très content et je suis au quotidien très très content et assez épanoui de voir l'agence grandir mois après mois. Je dirais que je serais très épanoui fin 2025 si on a 2 nouvelles agences qui cartonnent. Donc on a une nouvelle agence qui vient de se lancer sur Clermont il y a 2 mois et du coup on est sur les débuts et on recrute là-bas sur place et on représente une marque qui est super sympa également là-bas et puis j'ai également envie d'ouvrir une nouvelle agence également plus dans le sud. Je dévoilerai pas la ville. Mais aller prendre le soleil un petit peu, ça peut être sympa. Donc ça génial. Donc s'expandre un peu sur le territoire et ouvrir des nouvelles agences. Exactement. Ouais. L'objectif en fait, c'est de faire un prototype lyonnais qui fonctionne et puis après de pouvoir le décupler autour. Et dans 2-3 ans, je dirais que ce serait ça à peu près en termes d'échelle temporelle. J'aimerais ouvrir un pays anglophone. Il y a des agences là partenaires qui ont ouvert à Boston, à New Haven également, à Philadelphie. Et c'est vrai que juste au-dessus, au Canada, c'est quelque chose qui m'attire. Sur la partie Québec ou plus vers Toronto, il faudrait vraiment encore que je puisse étudier la chose, mais j'ai pas vraiment envie de me limiter. Je suis quelqu'un d'assez ambitieux, assez visionnaire, et j'ai envie de pouvoir aller voir ce qui se passe peut-être outre-Atlantique. C'est peut-être un peu bête ce que je veux dire, mais c'est pas paradoxalement, on peut croire que c'est quand même un moyen traditionnel, un moyen une méthode d'approche vis-à-vis du consommateur qui est ancrée et qui a été forgée depuis assez longtemps. C'est assez marrant de voir que ça peut encore évoluer, que tu peux réussir à justement faire grandir ce groupe et à redémocratiser finalement ce que tu fais, la vente directe. Est-ce que tu penses qu'il y aura quand même un plafond de verre à un moment ou qu'il n'y a pas vraiment de plafond de verre et que tu peux même remettre au goût du jour et redémocratiser au maximum cette approche-là de la vente? Je ressens pas de plafond de verre, honnêtement, Nathan. On a en tout cas des retours, pas forcément ceux que l'on a vus sur la vidéo, mais encore une fois, ça dépend comment c'est fait, mais des retours des personnes qui nous disent ça fait du bien que vous passiez, ça fait du bien de remettre un peu d'humain. Et c'est marrant, mais moi je me souviens de l'année Covid. Je faisais ce que je faisais pendant l'année Covid, on a eu une pause, et pendant l'année Covid, les gens ont pris conscience de l'importance du télétravail, l'importance du télétravail, je dirais du confort plus que du télétravail, et ils sont peut-être un petit peu décalés de l'humain, éloignés de l'humain, et on venait les voir et ça leur faisait du bien. Et je pense dans ce courant où on s'éloigne un petit peu peut-être de l'humain et on met tout assez digital avec l'intelligence artificielle, etc., et quand nous on est à contre-courant et on va rajouter de l'humain, je trouve que le plafond de verre est très loin quand même, et moi au contraire, je vois que un futur positif. C'est assez marrant. En vrai, je pense que aussi il y a une part de comme tu dis, c'est de se rendre compte en vivant l'expérience que ça a des choses positives à apporter. Il me semble que les personnes qu'on a interrogées n'ont pas forcément eu l'occasion de recevoir des personnes chez soi, ou alors peut-être que ça a été mal fait, comme tu disais tout à l'heure. Maintenant, peut-être que justement en le faisant plus et en montrant aux gens que quand on ouvre la porte, quand on sonne, on peut avoir une bonne expérience, ça peut redonner envie justement aux gens même d'ouvrir la porte. Moi, je sais que quand je dois aller chez mes voisins pour aller demander du sel, des fois je sonne, les gens ils ont peur, ils pensent que je suis un fou. C'est peut-être aussi lié à l'environnement en France, à ce qui se passe avec l'actualité, j'en sais rien, mais c'est vrai. C'est peut-être quelque chose aussi parfois positif de rencontrer un peu ses voisins ou même redécouvrir un visage, mais encore faut-il le faire et le voir. Ouais, en fait, dans ta question, il y a un petit peu, est-ce que l'humain va continuer d'être au centre des relations, en fait, tout simplement, et comment on va utiliser les relations. Et moi, je pense que l'humain sera toujours au centre. Ça va être difficile de remplacer quelque chose qui est émotionnel, en fait, parce que l'humain, par sa définition, est émotionnel, on a des émotions, et en fait, comment tu veux remplacer ce truc de ça fait plaisir qu'il y ait quelqu'un qui parle avec moi, ça fait plaisir qu'il y ait quelqu'un qui s'intéresse, qui s'adapte avec moi, qui est à l'écoute,
c'est difficile de remplacer ça. Donc là, je vais avoir une question. Tout à l'heure, tu as parlé un peu d'intelligence artificielle. Ouais. Tu dis que l'humain doit rester au centre de l'attention, entre autres. Il me semble que du coup, t'es pas du tout inquiété par l'essor et l'avancée technologique de l'IA. Est-ce que vous utilisez l'IA, vous, dans votre agence, ou absolument pas? Tu t'en doutes que sur l'acquisition client pure et dure, évidemment que non. Parce que l'acquisition client face à face. Donc il y aura pas de robot démarcheur. Hein, tu penses pas? Ça m'étonnerait. Alors, en tout cas, ça perdrait tout son sens. Okay. Je dirais, mais oui, on va l'utiliser en interne. Okay. Pour, je pense, comme la plupart des boîtes qui devraient absolument utiliser l'IA, étant donné qu'il est là, pour automatiser pas mal de choses sur le processus de recrutement, peut-être mieux qualifier certains profils sur la partie administrative pour faciliter les tâches sur les Excel, etc. De manière générale, même pour préparer les réunions, j'utilise même personnellement l'IA pour avoir quelque chose de plus cadré et dans la préparation. Donc tout ce qui est un peu back-office, on va utiliser l'IA, mais évidemment sur la relation, on l'utilisera pas. Okay. Ouais. D'ailleurs, on peut peut-être même le voir comme une opportunité si le numérique continue à prendre encore plus de place. Peut-être que les gens en ont peut-être un peu marre aussi au bout d'un moment et auront plaisir à retrouver un visage en face de soi, quoi. En tout cas, moi, je le verrais comme ça. Ouais, c'est possible. Dans tous les cas, l'IA va prendre une place énorme, j'en suis certain, dans le futur. Mais ce qui va remplacer les relations humaines, je pense pas. Je pense ça, c'est sûr. C'est super intéressant ce petit point sur l'IA. Je pense qu'on a abordé pas mal de sujets tout au long du podcast qui ont un peu fait le tour de ton expérience. Est-ce que tu as quelque chose d'autre que tu voudrais rajouter, quelque chose qu'on n'a pas abordé? Non, je pense qu'on a abordé pas mal de choses. Honnêtement, ça fait plaisir d'avoir été invité ici. Et tout ce que je rajouterais, c'est que ceux qui doutent peut-être de l'acquisition client face à face, qui peuvent venir voir avec plaisir. On recrute encore sur l'agence de Lyon, sur Hype Marketing, peut-être nous suivre sur les réseaux sociaux et voir à quel point on peut faire des très belles choses encore avec la relation humaine. Donc tous ceux qui croient en l'humain peuvent venir nous rencontrer. C'est un beau message de fin. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Pierre, pour ce temps que tu nous as accordé pour ce podcast, et en espérant te revoir pour une autre occasion pour un prochain épisode ou quoi que ce soit. Top. Merci Nathan et merci à toute l'équipe.